Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième Office Hour organisé par France Digital. Vous avez pu revoir en direct celui d'hier qui avait été consacré au chômage partiel et qui fera l'objet d'un rappel demain sur le sujet du droit du travail avec une autre avocate qui s'appelle Julia Zein. Aujourd'hui, on est avec Jean-David Chamboredon d'Isaïe et Patrick Robin d'Avolta Partners pour parler d'un sujet qui est celui du refinancement. Comment gérer la relation avec ses VC et comment est-ce qu'il faut potentiellement revoir sa stratégie de financement. Merci à tous les deux d'avoir accepté de faire ce webinaire comme ça au pied levé. Jean-David, on peut peut-être commencer par toi. Comment est-ce que toi, tu vois le rôle d'un VC dans cette crise et pour toi, quels sont les besoins des startups? On va peut-être expliquer quel est le mécanisme de blocage qui se produit dès qu'il y a un phénomène adverse comme aujourd'hui dans le monde du VC. Mark Suster de Front VC en Californie, il parle de constipation. Et donc, il est très très probable que le monde du VC soit constipé pour de longs mois. Et l'explication, elle est très simple. Les VC, comment ça fonctionne? On leur donne de l'argent à gérer. Ils investissent dans des boîtes. Tour après tour, ils mettent leur prorata en faisant l'hypothèse qu'il y aura un tour externe qui refinance leur portefeuille petit à petit. Et donc, lorsqu'ils ont rentré une ligne dans leur portefeuille, ils disent, voilà, j'ai mis 1, je vais garder 2 pour la suite, et puis je mettrai ces 2 lors des 2 tours suivants. Si l'idée arrive qu'il n'y a plus de tour externe, le besoin de financement des entreprises dans son portefeuille, c'est plus 2, mais c'est peut-être 5. Et donc, ça conduit à quoi? Ça conduit au fait qu'il dit, ben, tout l'argent qui me reste, je vais le mettre dans mon portefeuille. Et s'il le met dans son portefeuille, c'est qu'il n'y aura plus de tour externe. Et donc, c'est autoréalisateur, automatiquement, la machine se bloque. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va dire que les fonds qui sont en début de période d'investissement pourraient imaginer faire des tours de table, être leader de tours de table. Mais les fonds qui sont dans la deuxième moitié de la période d'investissement sont tous en train de se dire, je réalloue mes réserves à mon portefeuille et je vais sans doute arrêter de faire des nouveaux tours de table. Donc, ça veut dire que l'opportunité de lever de l'argent auprès d'un tiers, tel que c'est fait normalement dans le capital risque, elle est à minima divisée par 2, voire plus. Voilà. Donc, c'est ça l'explication de la constipation et du changement de contexte qu'on est en train de vivre dans le monde du financement. Okay, hyper intéressant. Du coup, on va rentrer un peu dans le détail et voir ce que ça va donner pour les boîtes et pour les startups dans le cadre de leur levée de fonds et justement de leur refinancement auprès de leur VC actuelle. Je vous propose qu'on commence avec les questions qui ont déjà été remontées au fil de l'eau. Et ensuite, pour les participants à ce webinaire, n'hésitez pas à poser des questions plutôt dans l'onglet questions plutôt que dans le chat. Et vous pouvez aussi voter pour les questions qui arrivent au fur et à mesure, ce qui nous permet d'éviter les doublons et de voir les questions les plus importantes. Donc Patrick, pour toi, quelles doivent être les priorités pour une start-up aujourd'hui en termes d'investissement? Comment est-ce qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut réorganiser sa boîte? Comment est-ce que ça va fonctionner? Bien sûr. Bon, je crois qu'il y a eu beaucoup de littérature déjà en quelques jours sur le sujet, mais si on reprend les choses un petit peu dans l'ordre et Jean-David pourra compléter, déjà si ça n'a pas déjà été fait, évidemment, il faut convoquer un board. Donc j'ose espérer que toutes les startups qui nous écoutent ont déjà fait ça. C'est convoquer un board et ne pas arriver bien entendu à ce board les mains vides. Donc il y a plusieurs éléments qu'il faut apporter à titre d'information à son board. C'est bien entendu, c'est bien entendu arriver un peu avec la liste de courses de toutes les actions qui ont déjà été entreprises ou qui vont être entreprises dans les prochains jours pour réduire les charges fixes au maximum. D'arriver bien entendu, alors je reviens pas là-dessus parce que vous avez tous lu beaucoup de choses et France Digital a communiqué beaucoup d'informations sur le sujet, mais bien entendu il y a repousser les charges sociales, mettre tout ou partie de l'entreprise en chômage partiel. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a beaucoup de flou là-dessus, on peut pas mettre les gens en chômage partiel un petit peu comme on veut. Normalement, ça doit marcher par département. Aujourd'hui, on peut pas encore moduler
véritablement le pourcentage de chômage partiel, notamment si vous avez des employés qui sont ce qu'on appelle au forfait jour. Donc, c'est pas aussi simple que ça. On attend sans doute un décret à la fin de la semaine qui va permettre justement de donner beaucoup plus de souplesse au chômage partiel, mais il faut savoir que c'est pas aussi simple que ça. Voilà, bien entendu, bloquer un certain nombre de prélèvements, bloquer, informer sa banque et négocier avec sa banque, bien entendu, l'arrêt du remboursement des crédits, idem avec la BPI, etc. Bon, ça, c'est toutes les mesures que, à minima, qui doivent être prises très rapidement pour faire en sorte que le niveau de charge baisse au maximum. Ensuite, il faut arriver à son board avec un BP stressé, avec un stress test qui démontre effectivement que en fonction des cas de figure, hein, vous avez des startups, nous on a certains de nos clients qui sont passés à chiffre d'affaires 0 du jour au lendemain, et puis d'autres où c'est pas aussi clair, où le chiffre d'affaires où il y a une part du chiffre d'affaires qui continue, il y a un ralentissement, il y a une diminution du chiffre d'affaires, mais c'est pas un arrêt total, donc ça demande effectivement des ajustements. Mais en tout cas, d'arriver à son board avec un BP stressé qui va démontrer effectivement que pendant cette période de stress, il y a ou pas besoin d'un complément de financement, notamment d'un bridge. Et c'est ce que j'ai appelé dans la petite tribune que j'ai fait circuler à un moment, le roadshow interne, hein, où il va falloir effectivement, et Jean-David pourra me confirmer, mais même au sein des lignes des participations d'un investisseur, d'un fonds, il va falloir faire des arbitrages. On va pas pouvoir refinancer tout le monde de la même façon. Donc forcément, il va y avoir des arbitrages. Et il va falloir être très convaincant avec son board, avec ses investisseurs. Et c'est là effectivement où je parle de roadshow interne, quasiment, comme si vous aviez une levée de fonds, une nouvelle levée de fonds à faire, mais en fait, c'est vous adresser à vos historiques. Donc, il va falloir aussi arriver avec des BP de sortie de crise, parce que c'est bien de présenter un BP de stress test en disant, voilà, finalement, on va avoir besoin que de 300 000 euros de bridge et ça va le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer en sortie de crise? Est-ce que vous êtes une activité qui va repartir en V? Est-ce que ça va être un retour progressif? Est-ce que ce sera très difficile de revenir au niveau actuel? Ça, aujourd'hui, personne n'en sait rien. Je crois que c'est Merrill Lynch qui a sorti une étude, Jean-David, hier ou avant-hier, sur les différents scénarios de reprise, avec une reprise Q2, une reprise en septembre, une reprise en décembre. J'ai envie de dire que pour les BP que vous devrez présenter au board de sortie de crise, c'est un petit peu la même chose. Il va falloir faire différents scénarios. Okay. Voilà, je vais m'arrêter là, mais j'aurai d'autres choses à dire sur le sujet. Super. Et est-ce que ça vaut le coup, une question qui est remontée, c'était est-ce que ça vaut le coup de jouer franc jeu? Est-ce que vis-à-vis de mon VC, vis-à-vis de mes banques, est-ce que ça vaut le coup d'être être honnête et dire on risque clairement d'être dans la mouise, ou est-ce que comment est-ce qu'on aborde ça dans sa relation avec son VC? Peut-être Jean-David. Ça vaut toujours le coup d'être transparent, parce que l'effet porte de western, il est monumental dans notre métier. Si à un moment donné, un entrepreneur pipote ses actionnaires et que ses actionnaires se font avoir, la fois d'après, forcément, il le laisse tomber. Donc, si on vise le long terme et une pérennité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, je pense que ce qui est très important, c'est que le mindset des entreprises d'une phase qui était totalement exubérante à la phase qui s'ouvre change. Il y a 15 jours, on parlait que d'hypercroissance. Et la question, c'était, est-ce que tu fais 100% de croissance? Quel que soit ton burn, quel que soit machin. Là, aujourd'hui, c'est combien de mois de cash tu as devant toi et combien de temps tu peux tenir. C'est ça, c'est le taux de croissance, on s'en fout, machin. Et donc, ça veut dire qu'il faut réduire les burn rates au maximum et s'assurer que les gens qui sont autour de la table, qui sont actionnaires, ils ont des chéquiers qui permettent de financer un burn rate limité et qui permet de tenir dans le temps. Parce que l'incertitude sur le calendrier de reprise, il est tel que la question, c'est est-ce que j'ai de l'argent jusqu'à fin 2020, mi-2021 ou plus loin? Ceux qui ont de l'argent jusqu'à fin 2021, ils sont sans doute bien. Ceux qui ont de l'argent que jusqu'à fin 2020 ou qui tombent avant en panne de cash, ils sont sans doute très mal. Sauf à ce qu'ils aient un burn rate très limité, finançable par leurs actionnaires existants,
et complétable éventuellement par des outils de dette ou des choses comme ça, qui permettraient d'augmenter ce runway. Ok. Je rebondis du coup sur une question qui vient d'être posée. Quels sont les timings de reprise qui sont communiqués à vos participations? Est-ce que vous pensez qu'il va rien se passer pendant 2 mois, 6 mois, 12 mois? Pas évident de savoir. Moi, j'en sais rien. Ouais, c'est bien ce que je pensais, Ouais. effectivement. Juste une petite correction pour ceux qui veulent retrouver l'étude dont je parlais. C'est McKinsey qui a fait cette étude et pas Merrill Lynch. All right, merci. Donc du coup, comment est-ce que mon VC peut m'aider à passer la crise? Il faut que je refinance? Comment est-ce qu'il peut m'aider? La meilleure façon dont un VC peut aider une entreprise, c'est effectivement lorsqu'il y a besoin de mettre de l'argent dans le bilan de la boîte, soit sous forme de capital, soit sous forme de sweat equity ou de pseudo equity, il le fasse. Bon, maintenant, comme le disait Patrick, il y aura des arbitrages à faire dans les fonds de VC. Si j'ai un portefeuille de 25 boîtes qui sont toutes en besoin de refinancement, je vais peut-être pas être capable de refinancer les 25 et je vais choisir parmi les 25 les 15 que je suis capable de refinancer, et ce sera sans doute celle sur laquelle l'espoir que j'ai de récupérer de l'argent, c'est-à-dire que ces boîtes aient une vraie pérennité, soit la plus forte. Donc, l'entrepreneur, ce qu'il doit démontrer à ses investisseurs existants, c'est sa capacité à être pérenne, avec un besoin de capital le plus raisonnable possible. Ça marche. On a une question sur les personnes qui étaient en pleine levée de fonds. Est-ce que la crise va changer quelque chose de la même manière? Qu'en est-il des levées de fonds qui étaient en cours et en amont d'une term sheet? Est-ce qu'on doit attendre de nombreux mois de retard, voire une suspension de la levée? Patrick? La réponse est oui, très certainement. Moi, j'ai appelé à peu près une douzaine de fonds ces dernières 48 heures. On a deux attitudes. Une attitude majoritaire qui est de dire, pour l'instant, on est assis sur la caisse et puis on garde toutes nos liquidités pour nos participations et on n'étudie aucun nouveau dossier. Et pour ceux qui étaient en cours, en tout cas pour les prochaines semaines. Pour l'instant, ils disent pas pour les prochains mois, mais en tout cas pour les prochaines semaines. Donc pour l'instant, ils sont très occupés à enchaîner board sur board justement avec les participations et essayer de voir comment accompagner leur participation. Donc aujourd'hui, il faut pas rêver, il va rien se passer dans les prochaines semaines. Ok. Du coup, pour compléter, il y a quelques transactions qui étaient quasiment finalisées, qui vont aller au bout, parce que les gens se disent on était dans le truc et on va pas laisser tomber à l'instant T, mais tout ce qui est insuffisamment avancé, très clairement, le mettre on hold, c'est la position par défaut, c'est la position un peu conservatrice qui ne sera jamais reprochée à un investisseur. Et voilà, le monde a changé, j'avais démarré un processus, je l'arrête parce que le monde a changé. Alors, j'ai parlé que des pessimistes. J'ai eu quelques optimistes, mais pas beaucoup, sur la douzaine, qui disent, nous, on va pas arrêter. Alors oui, on va pas reprendre là encore une fois, dans les 3, 4, 5, 6 semaines, il va rien se passer. Mais en revanche, on va continuer à investir et on pense qu'il va y avoir même de belles opportunités à saisir. Si je peux compléter là-dessus, parce que c'est intéressant, nous, chez Isaïe, on est en train de closer notre fonds numéro 3, qui va être tout neuf, qui va donc démarrer en pleine crise. Ce fonds, il aura pour vocation d'investir. Alors après, quelle précipitation on va avoir pour se remettre au travail? Forcément, la pression, elle est faible. Et puis la grande question qu'on va se poser, c'est si on finance des boîtes, quid de leur refinancement ultérieur? Qui est prêt à les refinancer derrière? Et c'est là qu'on voit que le monde du VC est totalement imbriqué avec un phénomène de syndication par défaut. Si je suis avec un chéquier early stage, mais que je sais que les investisseurs mid stage n'ont pas de chéquier, forcément, je vais hésiter à faire des investissements early stage ou alors sur des boîtes extrêmement capital efficient avec très très peu de burn et avec l'idée qu'elles peuvent tenir avec un montant raisonnable pendant peut-être 2 ans ou 2 ans et demi ou des choses comme ça. Ça me fait rebondir sur une question avant de revenir là sur les solutions de financement pour les startups.
On a eu 2-3 questions pour les VC. Qu'en est-il des LPs? Est-ce qu'ils vont se mettre en stand-by également? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on est en plein closing d'un fonds, donc c'est un bon test quand même en tant qu'Isaïe. On se retrouve avec des gens qui nous avaient dit en février, je vais mettre de l'argent chez vous, et en mars, on leur dit, bah, envoyez l'argent. Bon. Le taux de défaut est très très faible à l'instant T, très 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 faible de la part des entrepreneurs souscripteurs chez Isaïe. Je crois que c'est quelques-uns sur plus de 100, donc c'est assez intéressant. Ça veut dire que les entrepreneurs sont dans des logiques assez moyen terme où ils se disent bon, de toute façon, cet argent, je veux qu'il travaille et il sera bien employé parce que c'est un bon moment pour investir quand on réfléchit, enfin pour démarrer un investissement. Et parmi les investisseurs plus institutionnels, ce que je comprends, parce que moi j'en ai peu, c'est qu'il y a surtout les grands corporates qui sont en stand-by et que les institutionnels, pour la plupart, sont encore comités et pour certains commencent à se poser des questions de ne pas répondre à leurs engagements. Ok, très bien. Autre question d'un point de vue d'un VC. Est-ce que vous pensez que c'est une opportunité pour renégocier sur des valorisations plus basses? Le marché boursier, il a fait moins 50% là. Donc, toutes les valos sont divisées par deux, il faut être clair. Ce qui était valorisé 10 il y a une semaine est valorisé au mieux 5 aujourd'hui. C'est évident. Alors après, oui. Quels seront les mécanismes qui seront utilisés lorsqu'on parle de refinancement interne? On peut ajuster les choses parce que un refinancement interne, c'est très théorique. Il y a évidemment une négociation qui doit aboutir. Et si l'investisseur il ratiboise les fondateurs qui sont censés diriger le business, globalement, il va tuer la boîte. Donc, c'est sans doute des mécanismes de convertibles, de bridge, d'obligations, de BSAR, ou des choses comme ça, qui permettront d'éviter de se poser la question de la valo à court terme, et puis d'ajuster le jour où on a une capacité à faire parler le marché avec un nouveau tour de table, avec un nouvel entrant, etc., qui est prêt à payer un prix. Patrick, tu veux rajouter quelque chose? Je voudrais rebondir. Oui, Marianne. Tout à coup, j'ai de l'écho. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi aussi, j'en ai, mais je me suis habitué. Pour vous, c'est bon? Bon, moi, j'ai énormément d'écho là d'un coup. Oui, peut-être préciser qu'effectivement, sur les valos, non seulement au moment T, les valos vont extrêmement souffrir, mais il est fort possible que même en sortie de crise, dans quelques mois, espérons le plus vite possible, on mette beaucoup de temps à revenir aux valos parfois stratosphériques qu'on a connus ces 2 dernières années. Ok. Absolument. Donc, quelles sont les autres questions sur le financement? Quelles sont les autres sources de financement auxquelles je peux avoir droit? On a parlé du soutien de la BPI. Comment est-ce que vous voyez ce soutien? Comment est-ce que vous pensez que BPI peut être un acteur clé? Comment vous le voyez? Alors, c'est clair que BPI va jouer un rôle très important. Globalement, ils peuvent intervenir en capital, ils peuvent intervenir en dette financière, ils peuvent aussi intervenir avec des instruments intermédiaires, type venture debt, type obligations convertibles, etc. Mais ce qui va se passer, c'est que la BPI va crouler sous les demandes. Et donc, à mon sens, bien évidemment, c'est à eux de décider comment ils vont traiter les choses, mais ils interviendront principalement dans les dossiers où les actionnaires existants sont supportifs et démontrent leur soutien. Ça sera pour eux la meilleure façon de trier les opportunités et de dire, voilà, cette boîte a besoin de 4 millions, les investisseurs existants mettent 2,5 millions, on peut peut-être mettre 1 million, une banque peut peut-être mettre 500 000, on peut peut-être garantir les 500 000 de la banque. S'il n'y a personne autour de la table qui est prêt à participer, ça sera très difficile pour la BPI de sauver tout le monde. Ça sera même impossible. Ok. Du coup, j'ai l'impression que la BPI intervient beaucoup en co-invest ou en garantie de prêt. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'ils ont des mesures d'urgence qui sont faites d'investissement en direct? Il faut leur poser la question, mais ce que je viens de dire avant fait qu'effectivement, il y a de fortes chances que les projets de co-invest ou de garantie ou de combinaison entre dette et capital sont les scénarios les plus faciles à mettre en œuvre
pour la BPI. Les autres, c'est un acte de foi, hein. Ou alors c'est un chéquier illimité où on dit je jette de l'argent dans le sable et je vois ce qui se passe. Et je ne crois pas que la BPI puisse le permettre. Ok. Côté européen, il y a des fonds à aller chercher. Il y a un gros LP qui s'appelle le Fonds européen d'investissement, qui est LP dans beaucoup de fonds français. C'est intéressant. Je pense pas qu'ils feront défaut, donc si nos fonds appellent de l'argent, le FEI devrait répondre. J'espère qu'ils n'ont pas stoppé l'analyse des dossiers et qu'il y aura de nouveaux fonds qui seront mis sur le marché avec le soutien de FEI, BPI et d'autres. En investissement direct, j'ai pas de vision à part le programme qui s'appelle 2020, la SNB, mais qui va sans doute continuer, mais qui va avoir un afflux de demandes incroyable. Ouais. Et par conséquent, des chances d'obtention de subventions beaucoup plus faibles. Ouais. J'en profite pour signaler, rebonjour Patrick, you're back. J'en profite pour signaler que France Digital va publier 2 documents, un sur les projets de subvention français que les startups peuvent aller chercher et les financements européens. Et donc ça devrait être publié soit d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine, donc avec tout ce qui est H2020, etc. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y aura un office hour avec la BPI la semaine prochaine sur tout ce qui est financement européen et aide d'État. Donc pour comprendre un peu davantage la note qu'on aura faite et pour pouvoir poser des questions en direct à BPI. Peut-être, effectivement, comme j'avais disparu, je suis désolé, revenir sur la BPI. Hein. Je crois que c'est très important de comprendre que la BPI est là pour accompagner et qu'à aucun moment la BPI se substitue. Donc ça veut dire que si vous allez voir la BPI pour leur demander le prêt à tout, des prêts de trésorerie, etc., sans autre dispositif, ça va pas marcher. Il faut véritablement que vous arriviez avec un plan. Que vous arriviez d'abord comme avec votre board, avec le BP stressé, avec le BP de sortie de crise, etc. Et que vous arriviez avec un accord, si possible, de vos sur un geste de bridge, un accord de votre banque sur un prêt, et ensuite eux effectivement vont pouvoir garantir à hauteur de 90% maintenant, jusqu'à nouvel ordre en tout cas, votre prêt, et abonder le cas échéant 1 pour 1. Mais il faut absolument que vous fassiez les choses dans l'ordre. Donc d'abord convaincre vos investisseurs, ensuite convaincre votre banque, et ensuite aller voir la BPI. Si vous faites ça dans l'autre sens, ça ne va pas marcher. Et est-ce que les aides de la BPI sont réservées aux entreprises en difficulté sur leur trésorerie ou est-ce que ça peut concerner n'importe quelle boîte? Il y a plusieurs dispositifs. Il y a des dispositifs qui concernent véritablement les TPE, des dispositifs qui vont jusqu'aux ETI. En fonction, si on prend le prêt à tout dont on parle beaucoup en ce moment, ça va de 50 000 € à 5 millions d'euros. Vous voyez que c'est quand même assez large comme possibilité. Maintenant, il faut savoir que pour l'instant, j'étais ce matin au téléphone avec justement Paul-François Fournier de la BPI. Il faut savoir que pour l'instant, tout ça est encore en train de se négocier à Bruxelles, à la Commission européenne, et que pour l'instant, la Commission européenne impose que ce montant soit limité à 25% du chiffre d'affaires. La BPI aimerait que ce soit plus que ça. Mais tout ça est encore en train de se faire, donc rien n'est très clair. Pour ce qui est du fonds rebond qui se fait avec votre BPI régional, là encore une fois, il y a des choses qui sont décidées à Paris mais qui sont pas encore totalement bien redescendues en province. Tout ça est en train de se mettre en place et voilà, c'est pas simple. Il y a une annonce qui devrait être faite demain par Cédrico d'un nouveau dispositif dont j'ai pas le droit de parler pour l'instant, on m'a demandé de laisser la primeur à Cédrico, mais un nouveau dispositif qui va dans le bon sens pour aider des startups comme celles qui nous écoutent en ce moment, je pense. Du coup, je rebondis, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez, mais je rebondis quand même. Donc, on parlait des différentes sources de financement, on a parlé de prêts, on a parlé de prise de participation, on parle aussi beaucoup d'obligations convertibles. Qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que ça fonctionne?
Une obligation convertible, comment ça fonctionne? Ouais. Alors, une obligation convertible, c'est une valeur mobilière qui est émise par l'entreprise, qui a pour vocation à devenir une action un jour. Ok. Alors, il y a des cas où elle peut être remboursée, mais on va faire l'hypothèse des obligations convertibles non remboursables. Et donc, la question de la négociation d'obligations convertibles entre des investisseurs et une entreprise, c'est de savoir quelles sont les conditions de la conversion. Donc, en général, il y a 3 cas de figure qu'il faut regarder. C'est qu'est-ce qui se passe s'il y a un nouveau tour de table. Donc, en général, c'est assez simple. On dit que ça va se convertir avec les conditions du nouveau tour de table, en tenant compte d'un taux d'intérêt ou d'un discount ou des deux, pour tenir compte du fait que l'obligataire, il a investi en amont du nouvel investisseur. Qu'est-ce qui se passe si l'entreprise est rachetée? Il y a un changement de contrôle. Est-ce que les obligations sont simplement remboursées ou est-ce qu'elles sont transformées en actions avec un certain return, etc. Et qu'est-ce qui se passe si on est à la maturité des obligations? Alors, si on met des maturités courtes, le sujet il est prégnant. Si on met des maturités longues et qu'on dit les obligations convertibles ne seront pas convertibles à maturité avant 5 ans, on a le temps de voir et on a le temps d'en discuter. Voilà. Donc, c'est ces trois triggers de conversion qu'il faut discuter. Ça a un énorme avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de parler du prix au moment où on verse l'argent. Maintenant, si on négocie mal les conditions à terme, elles peuvent être extrêmement punitives. Hein. On peut se retrouver avec des conversions à maturité, au nominal, et on dit, si dans 24 mois, vous n'avez pas trouvé ni de solution d'adossement, ni de solution de financement, les obligataires vont quasiment prendre la majorité du business. Voilà, donc il faut... c'est très dur parce que c'est un peu de la science-fiction. On regarde des scénarios sur lesquels on n'a aucune idée de leur probabilité d'occurrence, ou en tout cas aucune certitude, et où les situations down the road, 12 mois après, 24 mois après, peuvent être extrêmement contrastées. Ok, merci. Les OC, les obligations convertibles, c'est la même chose que les BSAR? C'est une question. Pas tout à fait. Alors, le BSAR, c'est pas de la dette, donc ça a un avantage, c'est que c'est pas dans le bilan. Alors que les OC sont dans le bilan, donc elles vous font apparaître des fonds propres négatifs parce que vous avez une grosse dette, même si c'est une dette, une shareholder debt, comme on dit, donc une dette d'actionnaire. Je pense à l'instant T que les VC vont préférer les obligations convertibles au BSAR parce que les BSAR, par définition, c'est une valeur mobilière de type bon de souscription. Donc, en termes de droits alloués à cette valeur mobilière, c'est forcément beaucoup plus faible qu'une obligation qui est senior sur les actions, etc., etc. Donc, il est probable que les BSAR soient peu utilisés pour faire du refinancement. Ok, très clair. Oui. Marianne, oui, peut-être si on veut regarder aussi et se détacher un petit peu de choses très anxiogènes, il faut se dire aussi que c'est une période d'abord historique qu'on est en train de vivre. C'est un moment incroyable. Et c'est aussi peut-être pour certains dirigeants de profiter de ce moment de pause qu'on nous a un peu obligé pour prendre un peu de hauteur parfois justement sur son business. C'est peut-être le moment de repenser parfois son business model, parfois les marchés qu'on adresse, sa structure de coûts. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas le temps peut-être ou pas le courage d'attaquer en période intense. Et c'est peut-être le moment de se préparer justement à la sortie de crise et de profiter de ce temps d'hibernation presque pour remettre certaines choses à plat et repartir et se donner le maximum de chances de repartir dans d'excellentes conditions. Ok, super. J'avais une autre question. Je sais que vous n'êtes pas des représentants de la BPI, mais une autre question qui est arrivée était celle sur la différence. Quelle est la différence entre des prêts moyen-long terme contre garantie qui sont proposés par la BPI à 90% et le prêt sans garantie cofinancé par la BPI? Je pense que la différence. Ouais, pour moi, je ne sais pas les détails, mais j'ai l'impression que la réponse est dans le libellé. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est garanti par la BPI à hauteur de 90%, donc il garantit la banque du remboursement à hauteur de 90% et ils abondent 1 pour 1. Et il y a un autre cas, effectivement, où c'est juste du 1 pour 1 sans garantie. Ouais, ou voir un ou... Moi, ce que j'ai compris, c'est que la BPI faisait des garanties à 90% sans octroyer un crédit. Absolument. Et de l'autre côté, il y a un cofinancement 1 pour 1 de la BPI et je crois que c'est ça le prêt.
Alors, il y a un élément de financement qui est très intéressant et que peut-être toutes les startups qui nous écoutent n'utilisent pas, qui est proposé par la BPI, c'est celui de la facturage. Alors, d'abord, bien sûr, quand vous avez des factures solides, je vous incite à le faire parce que c'est un apport de trésorerie très important. Mais exceptionnellement, la BPI vient en plus de mettre en place un abondement de 30% de trésorerie, c'est-à-dire que si vous avez 100 d'affacturage, il vous donne 30 de plus sans justificatif, juste pour en besoin de trésorerie. Donc il faut l'utiliser, c'est la clause 30%. Et si vous faites déjà de l'affacturage avec la BPI, sachez que vous pouvez leur demander un complément de trésorerie de 30% sans avoir à justifier. J'imagine que c'est one-off, c'est pas running. Ouais, je pense. Ou par rapport à l'encours. C'est peut-être par rapport à ça peut s'ajuster si l'encours monte. Mais les boîtes dont l'encours va monter à très court terme, oui, là, je pense que ça va pas être. Et d'après tes infos, les 30%, ils sont remboursables quand? Est-ce que c'est une avance ou une subvention? Il vient d'être pris sur une facture. Non, c'est une avance. Oui, c'est ça. C'est une avance. Il faudra ensuite compenser par des nouvelles factures. Ouais. Et je pense que c'est important aussi de rappeler à tous les entrepreneurs, c'est de dire tout ce qu'on reporte, un jour, il va falloir le payer. Mais aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur l'échéancier. Donc, il ne faut pas se dire, dès qu'on va sortir de la crise, il va falloir tout rembourser d'un coup. Ça, c'est no way. Ça n'arrivera pas. En revanche, on n'a aucune visibilité aujourd'hui sur le type d'échéancier que le gouvernement va mettre en place pour rembourser les impôts, pour rembourser la TVA. Alors, la TVA, vous savez que normalement, n'est pas reportable aujourd'hui, mais tout le monde le fait et je ne pense pas qu'on va être sanctionné. Mais voilà. Donc tout ça, il va falloir le rembourser un jour, mais il y aura un échéancier, donc pas d'inquiétude, je pense. Si on prend la priorité des choses pour une entreprise, entre survivre, croître, prospérer, là on est en mode survie. Et dans le mode survie, si vous repoussez des échéances, quitte à ce que votre passif augmente dans votre bilan, il existe en France des tonnes de mécanismes de prévention des faillites permettant de geler les dettes, etc. Je pense aux procédures de sauvegarde. Par contre, il faut être éligible à une procédure de sauvegarde. Éligible à une procédure de sauvegarde, ça veut dire qu'on a hors dette un destin possible, un financement qui permet d'atteindre l'équilibre économique, etc., etc. Donc, il faut traiter les problèmes les uns après les autres. À l'instant T, il faut survivre. À l'instant suivant, il faudra montrer qu'on est capable de se pérenniser. Et si on a accumulé un petit peu de dette dans son bilan, si on est pérennisable, a priori, on trouvera les moyens de pérenniser la boîte. Super utile. Absolument. On a une question qui a été posée par Myriam juste avant. Enfin, qu'en est-il des entreprises qui ont levé des fonds en BSAR en vue d'un tour de financement avec des VC cette année? Malgré une bonne croissance juste avant la crise, ce sera difficile de convertir avec la BPI ou avec des VC. Avez-vous connaissance de mécanismes pour reporter la conversion? En fait, le mécanisme, il va forcément se poser au moment du cash out de la boîte. C'est-à-dire qu'au moment où la boîte n'a plus de cash, il y a deux solutions. Soit elle n'a plus de cash, elle est obligée de fermer, soit elle est refinancée et le BSAR est renégocié dans le cadre d'un refinancement. Donc, la date de fin du BSAR, c'est la date de fin de cash de la boîte. Sinon, le BSA, il vaut rien de toute façon. Je comprends. Pour prendre un peu de hauteur, une question qui a été posée, c'est est-ce que les comportements de tous les VC européens dans tous les pays européens sont similaires? Et qu'en est-il des États-Unis? Alors, globalement, le monde du VC, c'est un monde globalisé avec des pratiques globalisées. On l'a très, très bien vécu fin 2008, début 2009, quand Sequoia a dit voilà comment ça va se passer. Ça s'est passé comme Sequoia a dit dans le monde entier, de la Chine jusqu'à la Californie en passant par l'Europe. Après, il y a des flavors un peu différentes. Les Américains sont extrêmement binaires. Quand ils font le triage de leur portefeuille, c'est dans une logique très, très violente, en disant, bah voilà, je tourne la page, je tourne la page, je tourne la page, je soutiens celle-là, je tourne la page, je tourne la page, je soutiens celle-là. Donc, ils n'ont pas peur de prendre leur paume. Et ils sont très, très, très violents. Moi, j'étais en Californie en 2008, donc je peux en témoigner. J'avais 5 ou 7 boards et j'ai vu du mois d'août au mois d'octobre des gars complètement changer leur point de vue et dire voilà, je laisse tomber, je ne mettrai plus un sou, c'est mort.
Les Européens ont une tendance de loyauté un peu plus forte vis-à-vis de leur portefeuille. Et ça marchait dans le passé parce qu'on avait des boîtes qui avaient des petits burn rates. Donc, avec des petits burn rates, on pouvait saupoudrer et supporter un portefeuille qui avait un burn rate raisonnable. Si on se retrouve avec des portefeuilles qui sont heavily burning, cash burning, parce qu'on s'est pris pour des Américains dans les derniers mois ou dernières années et qu'on a financé les boîtes de façon un peu extravagante, on va être obligé d'être américain. C'est-à-dire être obligé de prendre notre paume et de dire, bah, cette boîte-là, elle crame beaucoup trop, on est autour de la table, on est incapable de la soutenir, on tourne la page. Donc, le sujet du burn, c'est vraiment le sujet clé. Et dans quelle mesure on doit reporter les conséquences économiques sur les salaires des collaborateurs? À part les variables qui sont attachées à des performances qui sont plus là, je vois pas bien ce qu'on peut faire. Alors, on peut toujours négocier des baisses de salaire avec des gens en one-to-one, hein. Mais est-ce qu'on arrive à sauver une boîte avec des négociations de ce type-là? Peut-être à la marge. En tout cas, ça peut faire partie de l'optimisation, mais sûrement pas d'une stratégie avec des mesures qui seraient structurantes. Okay. Sur les dirigeants, on peut imaginer effectivement que des dirigeants acceptent des baisses de rémunération temporaires, voire même des reports de paiement de leur rémunération pour tenir des échéances, des choses comme ça. Mais sur les salariés, ça paraît un peu plus difficile. On a une question de Yannick qui mérite d'être posée. Jean-David, est-ce que la période correspond à ce que tu as décrit comme la French Tech en maillot de bain? Est-ce un vrai accident ou un élément déclencheur? Merci Yannick. Effectivement, début 2018, j'ai dit que la French Tech était, à mon avis, non pas en maillot de bain, mais en string, parce qu'elle adoptait une exubérance dans le financement et dans ses pratiques qu'elle n'avait pas forcément les moyens de tenir en cas de difficultés et de retournement économique. On est en plein dedans. Alors, j'avais pas prévu le coronavirus. Hein. Moi, je pensais que ça viendrait de la dette des étudiants américains ou de la dette des Chinois. Bon, c'est venu d'une chauve-souris. J'en savais rien. N'empêche que ce qui se passe, c'est effectivement ce que j'avais annoncé début 2018, c'est-à-dire la constipation du monde du VC, du capital risque, et le fait que soit on a des chéquiers capables de soutenir autour de soi des chéquiers capables de soutenir son entreprise, soit on est effectivement sans maillot de bain et tout nu. Alors, il va falloir aussi peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses Jean-David, mais il va falloir aussi pour certaines startups commencer dès à présent à réfléchir au moment de la sortie de crise à une stratégie plutôt de cession ou d'adossement industriel ou de cession pure et simple. Et c'est maintenant que ça doit se préparer. Avec un caveat quand même, c'est que les gros acteurs, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'acheter les boîtes et de payer des prix raisonnables, ils ont fermé tous les dossiers et ils sont en stand-by. Les acheteurs actuels sont quand même plutôt de la race vautour ou gars qui peut faire un coup, plutôt que acheteurs capables de rewarder les actionnaires d'une entreprise. Hein. Donc plus on peut, effectivement, il faut réfléchir à ça, se dire je vais me mettre dans une logique où si je suis pas capable d'atteindre l'équilibre économique avec un refinancement que je peux activer, sans doute que la meilleure solution c'est un adossement. Il faut essayer de faire qu'il n'ait pas lieu trop tôt, parce qu'à l'instant T, il n'y a pas d'acheteur de qualité. Il y en aura peut-être dans 4 mois, dans 5 mois, dans 6 mois. Hein. Mais à l'instant T, il n'y a plus d'acheteurs de qualité. On peut aussi imaginer de le préparer, mais surtout pas maintenant. Oui. Il y a peut-être par contre quelque chose qu'on faisait pas et que peut-être l'écosystème va faire pour la première fois. Ça va être essayer de rationaliser des investissements et que des fusions entre startups, fusions intelligentes, plutôt orientées cost saving qu'autre chose. Parce qu'on peut très bien imaginer 2 boîtes parfaitement concurrentes avec des coûts fixes qui se justifient pas une fois qu'elles sont combinées, qui puissent devenir pérennes alors que en stand-alone chacune d'elles ne l'est pas. Ça sera sans doute au VC de jouer un rôle. Ça a toujours été très très difficile de faire des mergers of equals et toujours difficile de faire aboutir des situations comme celle-là. Mais si c'est la seule solution, peut-être que à la fois les actionnaires et les dirigeants vont accepter des scénarios de ce type-là. Il est clair que comme on a financé beaucoup plus de boîtes et qu'il y a des secteurs chauds dans lesquels il y a eu 1, 2, 3, 4 acteurs financés, il y a des coups comme ça à faire. C'est peut-être une façon de créer des leaders de demain, mais évidemment, il y a des gens qu'on laisseront sur la table à court terme. Et ces fusions auront peut-être plus de chances de se faire refinancer plus tard. Absolument. Quand l'horizon se dégagera. Absolument. Les fonds industriels, pour vous, vont avoir le même comportement que les VC?
Alors, historiquement, l'histoire leur donne vraiment pas un track record d'enfer. À chaque fois qu'il y a un retournement de cycle, ils s'arrêtent totalement. Ils laissent même souvent tomber leur portefeuille, alors que les VC ne laissent pas tomber leur portefeuille. Ou en tout cas, s'ils le font, ils le font de façon sélective. À voir. On est dans la troisième vague de corporate VC, si je puis dire, entre la bulle Internet, ce qui avait commencé à pouvoir un peu exister en 2007, mais qui était très très faible, et puis ce qui s'est passé ces 3-4 dernières années. À voir qui sera dans une logique un peu de maturité. Euh, c'est compliqué parce que les consignes que donne une boîte de CAC 40, son COMEX, au moment où son cours de bourse dévisse de 40%, c'est vous gelez tout, vous arrêtez tout, etc., etc. Donc, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de prévoir ce qui va se passer côté investisseur industriel. A priori, c'est plutôt pas très encourageant. En tout cas, pour le très court terme. Ok. Sur des business en SaaS, le CA pourrait se maintenir sur les prochains mois, même si la croissance est fortement dégradée, ce qui est très pénalisant d'un point de vue levée de fonds. Le chômage partiel est-il crédible? Que conseillez-vous à vos participations? Alors, nous, on a conseillé à toutes les boîtes de regarder le sujet du chômage partiel et de l'utiliser, avec le caveat que disait Patrick, c'est qu'il y a un certain nombre de cas de figure qui, à l'instant T, ne sont pas du tout clarifiés du point de vue, on va dire, réglementaire ou législatif. Hein. Notamment tous les gens qui sont forfait jour, normalement, le chômage partiel ne s'applique pas à eux, donc il faut vraiment que ce truc-là soit clarifié très vite par le gouvernement. Mais c'est évident que avoir des vendeurs à l'instant T en train d'essayer de vendre une solution SaaS cette semaine, ça fait aucun sens. Personne va acheter. Alors peut-être si des trucs d'urgence, de la visioconférence ou des trucs liés au télétravail, mais c'est un sous-ensemble économique minuscule par rapport au champ du possible. Donc évidemment qu'il faut utiliser le chômage partiel au maximum. Alors après, le sujet du chiffre d'affaires, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est le cash flow. Hein, si vous reconnaissez votre chiffre d'affaires, mais vous avez déjà tout encaissé et que tout est en PCA dans votre bilan, et que vous avez déjà dépensé ce cash, vous allez boire du chiffre d'affaires, vous n'êtes pas bien. Donc, il faut penser cash, cash, cash. Ok. Et on n'est pas à l'abri que même en sortie de crise, en premier temps, soit très fort. C'est ça, du coup. Répète, Patrick. Je disais qu'on n'est pas à l'abri, en plus, qu'il y a un fort taux de churn. Oui. Même en sortie de crise. Nous, on voit des boîtes qui ont des clients qui les appellent en disant je ne vais pas vous payer. Le deal, c'est OK, je vous suspends votre paiement, je suspends votre abonnement. Donc, évidemment, je n'ai pas de chiffre d'affaires. Mais par contre, vous ne churnez pas, quoi. Ouais, on va d'ailleurs parler de tout ce qui… Pardon, Marianne. Il y a beaucoup de boîtes dans le SaaS, en tout cas parmi nos clients, certains, qui offrent effectivement l'abonnement, qui continuent à donner le service, mais qui offrent l'abonnement sur 1 mois, 2 mois, 3 mois en attendant. Ouais, et on va parler de tout ce qui est restructuring de dette cet après-midi à 15h avec un autre webinar. Patrick, peut-être, je vais rebondir sur 2 questions qui ont été posées et qui sont assez similaires. Faut-il stopper tout investissement de développement ou au contraire profiter de ce creux de la vague? Est-il possible de profiter des dispositifs d'aide pour préparer la reprise dès maintenant? Et plus généralement, est-ce qu'on doit être 100% focused sur la crise du coronavirus avec donc une modification des comportements rapides, ou est-ce qu'il faut à plus long terme se préparer à une récession? Est-ce que Patrick, tu veux réagir à ça? Plusieurs choses. Comme le dit Jean-David, le plus important, c'est le cash. Donc, si vous pouvez faire continuer effectivement du développement, de la R&D, etc., mais que ça dégrade pas considérablement votre cash, oui, profitez de ce moment pour faire les features que vous rêviez de faire et que vous n'aviez pas le temps de faire. Mais encore une fois, c'est le cash est la priorité. Je suis d'accord. Ensuite, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être le moment de prendre un peu de hauteur et d'essayer de revenir effectivement à son business model, à sa structure. Là, on va apprendre beaucoup de choses pendant ces 2 mois. C'est plus qu'un électrochoc, quoi. On va vraiment apprendre à travailler différemment. Donc voilà, je pense que c'est l'occasion effectivement de se remettre en question.
ce qui est important, et c'est pour ça que le dispositif du chômage partiel est clé, c'est que il permet sans doute de continuer sans se départir des forces vives de la boîte. Parce que si la seule alternative qui était, enfin la seule option qui était à la main des sociétés, c'était un plan social, à un moment donné, vous touchez l'os. À un moment donné, un plan, et puis c'est une espèce de cercle complètement vicieux. Vous avez plus de moyens d'investir, plus de moyens de faire évoluer votre produit, plus de moyens de le vendre, et forcément, à la fin, ça finit très mal. Donc, c'est pour ça que le dispositif de chômage partiel a un énorme intérêt. Vous gardez vos forces vives, vous gardez vos talents. Alors, certains, vous les faites travailler sur des choses qui peuvent avoir un payoff relativement rapide, et puis d'autres, vous leur demandez entre guillemets, vous les gardez sans les payer, ou vous les gardez en les payant, mais en étant remboursés, et vous gagnez du temps et vous brûlez pas votre cash. Voilà, donc mais je pense que ce que Muriel Pénicaud a indiqué en disant il faut pas qu'il y ait de licenciement, même si c'est pas une logique d'interdiction des licenciements, mais la vraie logique c'est ça, c'est gardons les talents, les sources vives, réactivables dès qu'on voit la sortie du tunnel. À l'instant T, on est dans le tunnel, on voit pas la sortie. Hein. Ok. Je rebondis suite à une question qui a été posée. Enfin, donc là, on parlait pas mal de cash. On va monter un webinaire assez opérationnel avec Benjamin Bitton la semaine prochaine sur le sujet de la gestion du cash. Donc on vous envoie le lien et les inscriptions à ce webinaire à ZAP dès que c'est calé. Autre sujet, c'est que là, il y a des questions sur le chômage partiel. On a fait un webinaire hier et on va refaire un webinaire demain sur le sujet du droit du travail. Donc, pour tout ça, n'hésitez pas à vous reconnecter sur le replay et à vous connecter demain si vous n'avez pas encore eu vos réponses. À mon sens, on est un peu arrivé au bout de toutes les questions qu'il y avait sur le sujet du refinancement, sachant que cet après-midi, on va parler restructuration de dette. Donc, s'il y a des questions sur comment est-ce qu'on gère les décalages de loyer, les créanciers qui réclament des paiements rapides, etc., n'hésitez pas à vous connecter là-dessus. J'avais juste une question de Julien qui vient d'être ajoutée. Le runway et la rentabilité deviennent des priorités pour les sociétés avec peu de runway. Combien de temps au minimum conseillez-vous, surtout si les investisseurs historiques ne peuvent pas remettre au pot, même s'il est difficile de licencier en ce moment? Je n'ai pas compris la question. Moi non plus, en fait. Pour les sociétés avec un peu de runway, combien de temps au minimum conseillez-vous? Conseillez-vous pourquoi? Je ne sais pas. Pour anticiper la réponse à la question que tu poses, s'il n'y a pas de runway, qu'il n'y a pas de profitabilité et qu'il n'y a pas de refinancement possible à court terme, la seule solution, c'est un éventuel adossement, très certainement un mauvais compte pour les actionnaires de l'entreprise qui est adossée, ou l'autre solution, c'est un dépôt de bilan et une faillite. Hein. Je ne vois pas bien quel mécanisme peut éviter l'un ou l'autre. Je suis d'accord. Ok, écoutez, c'est très clair. Un grand merci à tous les deux pour votre participation. Le live va être disponible en replay dans moins d'une minute et on aura un compte rendu écrit de toutes ces questions. Donc, merci à tous les deux pour votre réactivité. Merci, et à très bientôt alors. Au revoir. Merci Marianne. Au revoir. Salut Jean-David. Salut Patrick.